décrié comme richérien, il est en réalité un phénoménologue à part entière, pas seulement richérien, peut-être plus husserlien que richérien, et un polyglotte qui impressionne dans les langues importantes de la philosophie, et nous avons un plaisir. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup pour ta présentation, pour insister sur le fait que, en fait, je me sens plutôt husserlien que richérien, et c'est moyennant cette distance que j'ai pu, je pense, comprendre Richir à ma façon, et certes, je lui dois énormément, mais je pense qu'il y a des ressources encore à trouver chez Husserl, tout à fait importante, et à penser ce que Husserl ne savait pas qu'il faisait quand il phénoménologisait, pour le dire ainsi. Alors, je remercie bien entendu Karel et ces journées magnifiques. Et je vais donc aborder le thème de l'épopée hyperbolique, mais en m'adaptant un peu à ce qui a été dit les jours précédents. Et évidemment, vous verrez dans mon exposé la présence d'une approche méréologique sur laquelle on peut revenir. Je ne m'y attarderai pas, mais n'hésitez pas à me poser des questions après, même des simples points de précision. Pas besoin de... Voilà, c'est tout aussi, disons, valable comme question. Alors, il est très difficile de cerner ce qu'est l'épopée hyperbolique. Et Richir balançait comme ça des formules que l'on reprend, mise en suspens de toute institution symbolique, suspension de l'intentionnalité, suspension de l'idétique, des aperceptions, retour au préintentionnel. Moi, je dirais que c'est plutôt là des conséquences de l'épopée hyperbolique. Ce qu'il faut savoir, c'est comment les atteindre. Par ailleurs, il ne faut pas se mentir, la plupart des phénoménologues contemporains feraient sien ces desiderata, enfin, qui ne voudraient pas dépasser l'eidétique, qui ne voudrait pas revenir au prêtre de l'intentionnel. Alors, ce que je propose de faire pour civiliser, pour coloniser cette question, est de l'aborder autrement, depuis le couple évoqué par Karel et par d'autres, à l'instar de Patočka, le couple épopée-réduction, et selon ce qui fait le nœud de la théorie transcendantale de la méthode phénoménologique. Une certaine épopée, une certaine suspension amène ou permet une reconduction ou réduction à un champ phénoménologique déterminé. Selon l'épopée que l'on fait, on peut se frayer la voie vers tel ou tel champ transcendantal. Chez Richir, ces deux instances s'appellent épopée hyperbolique et réduction architectonique. Et notre exposé va circuler entre ces deux termes de la théorie transcendantale de la méthode qui essaie de penser le rapport entre ces deux instances. La réduction architectonique vise donc la reconduction de l'expérience depuis sa forme dissimulée, repliée, écrasée sous la forme massive du présent, vers le déploiement de toute la spectralité architectonique qui se trouve dans ce présent, qui a l'air d'être d'une pièce, or il ne l'est pas. Il y a toute une plurivocité transcendantale, une spectralité architectonique qu'il faut déployer. Citant ce passage de Richir pour plonger tout de suite dans le sujet, ce à quoi Richir veut reconduire. Du point de vue des concrétudes phénoménologiques, préparés que nous sommes à ne plus concevoir le vivre comme vivre de quelque chose d'actuellement présent, nous commençons à comprendre que nous ne vivons jamais sur un seul plan à la fois, ni selon la structure matricielle uniforme de la temporalité.
qu'elle soit husserlienne ou heideggerienne. Il y a toujours en nous, à la fois, de l'enfance, de l'adolescence, de l'adulte et du vieillard. Notre vivre plonge toujours, de manière extrêmement subtile car différenciée de façon prodigieusement complexe, dans divers styles ou diverses figures de l'absence. Et nous sommes toujours multiplement traversés par divers rythmes de temporalisation, le plus souvent inaccomplis, les uns très lents, les autres très rapides. Voilà donc le champ phénoménologique auquel Richir veut reconduire et où cherchera à circuler sa réduction architectonique. Voilà un autre texte pour compléter tous ces termes sur l'indication nominalisante dans la langue de la philosophie de problèmes à résoudre et qui, c'est important, en un sens, ne seront jamais résolus parce que, en un autre sens, leur résolution demande du temps, et du temps selon plusieurs rythmes à la fois. Dans certains, excessivement rapides, passent le plus souvent inaperçus, et dans d'autres, excessivement lents, demanderaient sans doute une durée de vie excédant largement la durée de la vie humaine. En fait, je dois vous avouer que je parlerai plus, en un sens, de phénoménologique que d'architectonique. Alors, je vais plutôt parler, pour être précis, d'une certaine matrice phénoménologique de l'architectonique. Qu'est-ce qui, dans la phénoménologie, qu'est-ce qui, dans le phénoménologique, et notamment dans ce type de champ phénoménologique auquel Richir veut reconduire une expérience qui se donne de prime abord comme écrasée comme trop d'une pièce, permet ou rend pertinent l'analyse architectonique. Revenons à la spécificité du levier employé pour soulever, pour rendre manifeste un tel panorama. Pourquoi ce levier, Hebel, terme qu'utilise Husserl dans sa troisième recherche logique se référant à la méréologie, pourquoi utiliser ce levier, époquée hyperbolique, et pas un autre? Et en quoi l'époquée hyperbolique serait plus à même de dévoiler la situation de multistratification que nous venons d'évoquer? Pour répondre à la question, j'ai choisi une stratégie qui me semble porteuse. Puisque Fink parle, lui aussi, d'architectonique, demandons-nous en quoi l'époquée hyperbolique entend aller plus loin que cette autre radicalité qu'est la déshumanisation finkienne. Qu'est-ce qui ne se trouve pas dans cette dernière? Eh bien, c'est justement l'hypothèse du mal-ingénie. Chez Fink, la déshumanisation tente de retrouver la profondeur d'un rapport vie-monde en deçà des représentations aperceptives. Le rapport vie-monde est rejoué en deçà des concepts mondains de transcendance et d'immanence. C'est ce que l'on voit à la fin de ce texte des autres rédactions des méditations cartésiennes. C'est-à-dire, le problème de Fink est de trouver une purification du transcendantal par l'exagération de la déshumanisation du spectateur transcendantal, de façon à tirer le transcendantal, l'immanence transcendantale, hors de toute immanence, disons, dissimulée sous une immanence psychologique ou finalement mondaine. Et la déshumanisation donc suspend depuis l'exposant phénoménologisant. Qu'est-ce qu'elle suspend? Elle suspend plutôt la mondanéisation ou l'incorporation du transcendantal dans l'être du monde, afin de la remettre en jeu depuis son niveau le plus radical. Or, l'incarnation du moi phénoménologisant dans ce même pré-être du transcendantal qu'il a dégagé de son contre-mouvement, elle n'est jamais mise en doute ou suspendue par Fink. Or, c'est exactement cette suspension que va produire ce levier Hebel supplémentaire qu'est l'époquée hyperbolique mise en place par Richir. Et ce décollage, cette auto-extranéation d'avant la mondanéisation même, ce porte-à-faux architectoniquement avant,
ce porte-à-faux supplémentaire, il sera instillé, non pas par le malin génie lui-même, par une croyance au premier degré dans le malin génie, sans quoi nous aurions plutôt un cas de psychose schizophrène, mais déjà, ça c'est remarquable, par la simple hypothèse, par le simple fait de considérer le malin génie en tant qu'hypothèse, par la simple prise en compte de sa possibilité. C'est comme si l'hyperbole allait jusqu'à ôter au phénoménologisé toute densité performative. Densité qui, dans les parages finkéens, se voulait encore faite de l'étoffe du faux-sein transcendantal, malgré l'opposition des vecteurs. La vie transcendantale est portée vers le monde, alors que la vie phénoménologisante est tournée vers la vie transcendantale comme constituante, vers la corrélation transcendantale elle-même. Et c'est bien pour cela que l'hyperbole exhibe, et ça c'est un point qui me semble important, une essentielle réflexivité dont on ne parle pas trop et qui est en fait une conséquence de sa radicalité et qui appartient d'ailleurs aussi au sens générique de l'hyperbole comme figure de style. C'est ce à quoi Marc Richir se référait dans ses séminaires quand il disait « Le moi phénoménologisant est pris lui-même en hyperbole ». L'époque hyperbolique, de par sa radicalité, impose une suspension du suspendre lui-même, de la performativité du suspendre. Hyperbolique, elle s'applique à elle-même. Elle est, pour le dire ainsi, en contre-confirmation performative, en une sorte de démenti performatif de soi. C'est parce que la concrécence des concrétudes que l'on vient d'évoquer dans les deux citations précédentes est extrêmement subtile, extrêmement profonde, qu'elle peut être aussitôt architectoniquement recouverte par un moi phénoménologisant, désormais moins archaïque, c'est ça qu'il faut penser, et c'est ça tout le problème, que les concrécences qu'il essaye de tirer au clair. C'est l'hypothèse du malin génie qui, hyperbolisant la suspension, donc suspendant le suspendre, évide le présent phénoménologisant, lui empêchant ainsi de brouiller de sa facticité le fond de concrécence sur lesquels il se meut, auquel il tente de faire espace, de prêter chair, qu'il essaye de réfléchir. Et c'est ainsi qu'une réflexion en première personne, faite au présent, en relative autopossession de soi et autoconfirmation performative, ce n'est qu'ainsi que peut s'initier le mouvement de réduction, se glisse peu à peu dans la réflexivité du phénomène lui-même. Le recours, point compliqué sur lequel on peut revenir, le recours à l'hypothèse du malin génie fait que le moi phénoménologisant devienne, en un sens, soit phénoménologisant. Et en écho à ce que Alexander avait dit sur Patrice Leraut, il y a un texte ici qui me semble extrêmement évocateur, un texte de Antonio Machado, de l'essentielle hétérogénéité de l'être, surtout ce point-là, c'est dans la grande symphonie paysanne, car dans la grande symphonie paysanne, le poète a l'intuition de rythmes qui ne s'accordent pas avec le flux de son propre sang, et qui sont en général plus longs, qui peuvent être aussi plus rapides. Voilà. Alors, nous constatons donc une dénivellation architectonique entre l'instance réfléchissante, le présent du phénoménologisé, et ceux qui s'y réfléchissent. À savoir des concrécences en présence et même parfois hors présence. Et cette remarquable situation, ce dénivellement est d'ailleurs nécessaire pour qu'il y ait cette résonance. Il faut aussi, voilà, chose à discuter, que le rythme du soi réfléchissant, du moi réfléchissant, soit du même au début, non coïncident avec ceux qu'il réfléchit, qui se trouvent à un niveau architectonique plus profond, qui encourt toujours le risque d'être recouvert.
Et cette remarquable situation correspond donc à un véritable renversement architectonique, à l'opposé des prestiges du présent et du soum. C'est là tout l'enjeu de ce texte assez difficile de Fink, de la 6e méditation cartésienne, sur la phénoménologie constructive et sur le thème de la préséance d'être, de l'existence transcendantale actuelle, donc donnée, du moi phénoménologisant par rapport à ces thèmes qui doivent être construits, car ils se trouvent au bord du Fausein de l'être transcendantal. La contre, l'époquée hyperbolique, en fait, essaye d'organiser une sorte de démise du phénoménologisé, ou pour le moins, la déchéance du moi phénoménologisant et des supposés prestiges de son actualité. Une fois le malin génie convoqué ou invoqué, le présent de la réflexion, cette préséance dont nous parle Fink, du moi phénoménologisant, ne peut plus être transcendentalement mise à contribution comme argument. On y reviendra. Il n'est désormais plus possible de faire, à la limite, comme Descartes, qui peut revenir des abîmes de l'hyperbole en s'accrochant au caractère actuel du feindre, comme actuellement feignant, pour échapper à l'hyperbole de la feinte, pour toucher rien qu'à de l'être de façon indéterminée ou évidée de tout sens. Le maintenant impressionnel, pour Richir, et dans ce contexte de multistratification de la vie transcendantale, n'est plus l'emblème d'une plus grande proximité avec la vérité, avec V majuscule, comme cela pourrait être le cas chez Michel Henry, qui serait à l'opposé de cette conception architectonique de la phénoménologie et de la matrice phénoménologique de l'architectonique, de la pertinence de l'architectonique. Mais bien au contraire, ce maintenant, il pose un sérieux problème pour l'analyse architectonique, car il écrase de sa massivité la subtilité des concrescences qui s'y trouvent repliées. La radicalité d'une suspension du suspendre, d'une suspension hyperbolique du phénoménologisé lui-même, dégage un lieu qui est le pendant architectonique du moi phénoménologisant finkien, que Richir appelle, et ça c'est un point qui n'est pas facile à comprendre, le cogito hyperbolique. Le cogito hyperbolique, sorte de caisse de résonance, dit-il, dans la méditation phénoménologique, ou, dit-il, schème organe de la phénoménalisation. Le cogito hyperbolique n'a pourtant rien d'un résidu, c'est pas non plus un néant. Il est inhabitable, il est inépousable, ou imperformable comme tel, inépousable du dedans. Il est, dit-il aussi, inaccomplissable, ineffectuable, il ne disposait pas du temps d'habitation phénoménologique du terme de virtuel, il n'est même pas une sorte de seuil stabilisé où un prétendu scepticisme pourrait durer, pourrait se barricader et durer comme tel, se reconnaître comme tel, se suffire. En fait, ce caractère transcendantalement épuré du cogito hyperbolique est en stricte coalescence avec sa transpassibilité, c'est ça le point, avec des mondes autres dont la concrescence ne se doit pas de composer avec l'étoffe d'un maintenant, d'un supposé maintenant, d'un maintenant phénoménologisé, désormais suspendu en son prêtre, même en son prêtre du transcendantal ou dans la préséance, est suspendu. Les thèmes de la phénoménologie constructive équivalent architectonique de la dialectique transcendantale ne sont pas directement donnés, mais Fink dira il y a tout de même une préséance de l'actualité phénoménologisante sur les thèmes limites de la phénoménologie constructive, la vie, la mort, le tout de l'histoire, les thèmes qui ont trait à des totalités. Pourquoi ? Parce que ces thèmes, même si on ne les a pas devant les yeux, ont été présents ou se sont temporalisés de la même façon dans
l'actualité phénoménologisante est en train de l'être. Et c'est justement cela que Richir va recuser. Le cogito hyperbolique ne dit pas sum ni même esse. C'est un pur écart transpassible qui s'épuise dans les phénoménalisations auxquelles la suspension de sa propre performativité donne lieu. Or, cette suspension n'amène pas un asubjectivisme et encore moins un nihilisme. Ça, ce n'est pas facile non plus à saisir. Elle produit des phénoménalisations foisonnantes de mondes auprès desquels la subjectivité, et ça c'est un terme richirien très important, se reçoit, renaît, clignote. Et c'est ça qui ouvre toute la problématique de l'incarnation, justement. Non, quitte à revenir sur le texte 2, je ne peux pas citer tous les textes, je vais les réduire un peu et on va faire... on va circuler entre les textes, quitte à y revenir après. Cette suspension du suspendre est seule à même d'ouvrir à la problématique de l'incarnation dans toute sa radicalité. Il s'agit de l'expérience pour le sujet d'un radical se recevoir à même un monde, et même sous les auspices d'horizons d'absence autres que ceux de ce monde. Donc renaître en coalescence avec des horizons inouïs. Soudain, un monde fait irruption. Ce monde requiert, pour se phénoménaliser, d'une partie de nous qui nous est propre, mais où l'on ne se reconnaît pas de prime abord. C'est d'ailleurs à ce moment que Richir parlera, par exemple, de mort symbolique, de renaissance à un monde autre. Nous assistons donc au surgissement de mondes archaïques qui, comme disait le texte que nous avait apporté Carrel hier, des mondes archaïques qui ne nous ont pas attendus, qui semblent même se passer de nous. C'est-à-dire des mondes dont la phénoménalisation pleine implique notre disparition. Cette imminence de disparition vire souvent aussitôt vers une sorte d'imminence de réapparition du sujet. Nous constatons la renaissance juvénile, inentamée, de parties absconses de notre vie. Oui, nous sommes aussi bel et bien cela, ou, dit de façon plus technique, nous y reviendrons tout de suite, il y a des parties du fond de notre vie qui entrent en concrescence avec des mondes autres que l'on porte, comme disait Carrel hier, que l'on porte en nous. Le sujet porte, tu as utilisé cette expression, tout cela en lui-même. Alors, c'est très important d'insister sur cette partie de cette citation qui n'est pas facile et que je lis avec vous. Parfois, telle couleur, à l'instar du jaune de Bergotte, tel Stimmung, qui a toujours ses caractères, tel paysage nous paraît surgir de nulle part, en vue de nulle part, nous retourne énigmatiquement jusque dans nos profondeurs les plus intimes. Il parle du monde, mais il parle aussi de l'affectivité. Il faut réfléchir ça à fond. Nous émeut comme dans une divine surprise, nous arrache à notre âge et aux contingences de la vie. Nous donnons l'impression que nous n'avons jamais vieilli et ne devrons jamais vieillir. Alors, qu'est-ce que je veux souligner par là ? Tout simplement, ce n'est pas simple, mais il ne faut pas perdre de vue que dès lors qu'il parle de transcendance et de monde autre, cela rejaillit sur le plus profond de notre affectivité, nécessairement. Qu'est-ce que cela montre ? Que cette force d'arrachement n'est autre que celle, dite de façon générique, de l'a priori de corrélation, compris comme concrescence de deux parties dépendantes, génériquement parlant, ce qui est de l'ordre de la vie et ce qui est de l'ordre du monde, le vécu et ce qui s'apparaît dans le vécu. L'a priori de corrélation entre la vie et le monde
n'est pas brisé, à mon avis. Il n'y a pas ici de dépassement de la phénoménologie. Il y a bien plutôt un approfondissement architectonique de l'a priori de corrélation lui-même, jusque y compris dans les registres les plus profonds. J'irais même jusqu'à dire que à ces registres archaïques, alors, et même dans les registres les plus profonds, les parties en concrescence ne se confondent pas. C'est ça qui est absolument remarquable et qui est pour moi, disons, mais ça serait une autre conférence, mais on peut y revenir dans la discussion, la matrice phénoménologique de l'usage architectonique de la méréologie en tant que levier. C'est-à-dire que même dans le plus archaïque, et même avant l'usage de l'intentionnalité, de l'identification, il y a tout de même dans la vie des choses irréductibles l'une à l'autre. La vie et le monde, quatrième de couverture des méditations phénoménologiques, je pense, ou peut-être de phénoménologie en esquisse, je ne sais pas, sont des abîmes non confondus. Sont des abîmes non confondus. Ça, c'est un point essentiel. Alors, j'irais même jusqu'à dire donc, qu'à ces registres architectoniques, l'a priori de corrélation est même intensifiée. La concrescence a lieu ici, sans l'entremise du présent, sans avoir à composer avec la forme du maintenant ou du présent vivant. La concrescence, et c'est là aussi, je pense, la force génétique et architectonique de la méréologie, la concrescence n'est pas coprésence. N'est pas coprésence et n'a pas à l'être. Elle ne l'est que dans des registres architectoniques dérivés. Son effectivité de concrescence n'en dépend pas. Et c'est justement ce qui ouvre à une analyse de toutes sortes de renvois intentionnels et architectoniques. Renvois et architectoniques par-delà, mais aussi en deçà du présent. C'est ce que nous dit Fink au début de son texte. Et cependant, puisque à ce registre architectonique où il ne peut être question que de la prototemporalisation, protospatialisation de l'instantané en lui-même, hors temps des revirements, voilà, hors temps de présent, des revirements, le recours, l'instantané des revirements, le recours au présent husserlien, muni de ses protensions et de ses rétentions, nous est interdit. Il faut bien que la prototemporalisation le soit d'horizons transcendantaux de temps, sans présupposition de présent, qui font concrescence sans passer par le présent, sans passer par mon présent. Ce qui peut d'ailleurs être jouissif, mais aussi extrêmement violent. On a parlé de cette imminence de disparition, on a parlé de la façon, on peut parler aussi de la façon dont l'a priori de corrélation lui-même fait que certains poètes, Hölderlin par exemple, en suivant une inspiration, arrivent à une sorte d'épuration tragique d'eux-mêmes, en voulant suivre justement, donner de leur affectivité ce que la partie dépendante, transcendante, leur demande. Ça peut même aller ça peut même se placer dans le niveau des synthèses actives aussi. C'est le cas de la folie de certains mathématiciens, par exemple. Gödel, Grothendieck. Il y a aussi une passivité de la synthèse active. Je peux être pris dans des enchaînements et mon affectivité doit s'y plier. On pourra revenir sur ces aspects. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a concrescence vie-monde sur toutes les latitudes architectoniques. Affectivité proto-ontologique, référent des phénomènes de langage. Vécu de perception, objet perçu. Affection, fantasia. D'ailleurs, pour reprendre quelque chose sur quoi avait insisté Istvan, je pense qu'il y a effectivement qu'un texte où l'on voit très bien le rapport entre affectivité proto-ontologique et
transcendance absolue physico-cosmique. C'est l'appendice sur les deux transcendances des variations 2, où justement l'affectivité proto-ontologique est ce pivot entre la transcendance absolue pure, qui ne disparaît jamais, mais qui pivote vers la transcendance absolue physico-cosmique. Et donc, ce n'est que par à-coup, par intermittence, que le phénoménologisé, et la phase de présence, dira Richir, peut être à la hauteur, ou à la basseur, ou à la profondeur, des rythmes de concrescence qui s'y font espace. C'est ce que dit très bellement la fin du texte, où il parle de la façon dont nous sommes encore et pour toujours aux lisières du monde, ou de monde pluriel, que nous ne faisons qu'entrevoir. Et cela peut évidemment arriver à n'importe quel instant. Je vais essayer de donner des illustrations un petit peu plus concrètes. Ça peut être c'est très énigmatique évidemment, mais la façon dont certaines Wesen sauvages ouvrent des mondes autres. Ce John de Bergotte semble nous offrir comme la possibilité de... Ce n'est pas qu'une sensation. Ça ouvre un monde, ça donne la possibilité d'y demeurer, d'y initier une téléologie autre, selon des horizons autres, des horizons en écart par rapport à ceux du monde institué, disons. Tel ou tel paysage, tel ou tel... Je ne sais pas, hier par exemple, c'est assez parlant quand il y a un changement de saison qui commence à s'annoncer. On a eu un jour très printanier et il y avait une résonance avec ce que ces jours printaniers d'antan nous disaient et des horizons de futur de tous ces jours printaniers. Ou comme dans ce poème de Rilke qui s'appelle Kindheit, où il dit voilà, noch meint es uns vielleicht in einem Regen, aber wir wissen nicht mehr, was da soll. Ce wissen wir nicht mehr, was da soll est à mettre en rapport avec ce jaune de Bergotte venu de nulle part. En fait, c'est pas exactement quelque chose de venu de nulle part. Il y faudra une analyse architectonique, justement. C'est pas de l'ordre, on y reviendra peut-être, des synthèses passives de premier degré, ou d'un signifiant lacanien qui tombe comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'est ici des concrescences se situant à des registres architectoniques plus profonds, mais qui font soudainement irruption dans le présent. Alors, évidemment, ça on peut pas le prendre exactement au mot, ce qui ne signifie pas que ça soit une métaphore. C'est que c'est pas de l'ordre de notre horizon de temporalisation en présent. Tel ou tel paysage, tel ou tel moment pourrait suffire. Je veux dire. Enfin, ça peut être une impression fugitive. Mais évidemment, tout ça, c'est pas exactement une lubie, mais c'est comme si ça ne tenait pas la route. Voilà, c'est comme dans un rêve, il peut y avoir des temporalisations de choses qui, une fois racontées, semblent contradictoires. Pourquoi ? Mais c'est parce qu'on lui impose les repères de notre monde à nous. C'est pour ça que ça ne tient pas la route. Mais ce qui fait que ça ne tienne pas la route, c'est pas quelque chose qui soit situé au même niveau architectonique, au même registre architectonique de cette ouverture. C'est pour ça qu'il y a l'idée d'une nostalgie ou d'une perte incompréhensible. On ne sait pas comment cela est arrivé. C'est ce que nous dit Rilke. Es wäre gut, viel nachzudenken, von so Verlorenem etwas auszusagen.
Voilà. Comment se fait-il que ces après-midi d'enfance ne reviennent pas? Il y a d'ailleurs des textes tout à fait remarquables de Richir sur la nostalgie dans les fragments sur le temps et l'espace. Il y a, c'est ce qu'il faut retenir, des sortes de mondes à part entière, en écart d'une autre. Et les mondes de l'enfance sont un cas exemplaire, un cas qui défie toute logique de la continuité. L'enfance avait, par exemple, un horizon de futur qui n'avait rien à voir avec ce qu'aura été le futur, c'est-à-dire avec notre présent ou notre passé immédiat. Il ne s'agit pas ici de désillusions, de projets avortés, mais de quelque chose d'un autre ordre, d'un autre type de temporalisation, d'un autre type de... C'est ce qui fait que Antonio Machado, se promenant, voit des enfants jouer et se disent, voilà, allégresse enfantine dans les recoins des villes mortes, et une part de nous d'hier que nous voyons errer encore dans ces vieilles rues. Il y a quelque chose qui est resté en suspens et qui est l'emblème d'un monde avec son horizon à lui. Ce qui peut être aussi, évidemment, la base phénoménologique détournée par une pathologie mélancolique. Mais alors le moment est venu de se poser de front la question de la spécificité, non pas du levier phénoménologisant, époque hyperbolique, mais de cet autre terme qu'on va essayer de mettre en lumière, cet autre terme de la théorie transcendantale de la méthode, qui est justement le champ transcendantal vers lequel se fait cette reconduction. Nul ne saurait nier que Husserl ait lui aussi parlé de strates ou de couches, bien qu'il y ait, et ce à juste titre, mis en garde contre les dangers d'une telle métaphore. Il y a donc aussi, mais ce n'est pas qu'une métaphore, on y revient. Il y a donc aussi chez Husserl, tout comme chez Fichte, bien entendu, une architectonique. Cependant, il est essentiel de comprendre que ce qui fait la différence entre d'un côté une architectonique phénoménologique comme celle de Richir et de l'autre celle de Fink et de Husserl repose en ceci que le destin de ces disruptions archaïques ou de l'archaïque tout court n'est plus nécessairement dans ce qui sera le présent, encore moins dans l'évidence ou dans le constitué final monde tel qu'on le connaît, tel qu'on s'y reconnaît. L'archaïque, dès lors qu'on se situe dans une phénoménologie architectonique au sens fort, n'est pas fait de proto-choses, un peu comme dans la logique génétique de Husserl, mise en œuvre dans Erfahrung und Urteil, ou dans les analyses sur la synthèse passive. L'archaïque, la vie, est traversée par des phénomènes qui le sont déjà à part entière, qui font d'eux-mêmes monde, et monde au pluriel. Des mondes entreaperçus, qui n'ont ni le temps ni l'espace, nous dit Richir, de se temporaliser, spatialiser, c'est-à-dire de se phénoménaliser. Des mondes toutefois où se déploient des concrétudes nullement en défaut de constitution. Elles n'ont pas à être reprises pour être stabilisées. Ou disons que leur instabilité n'est pas l'emblème d'un quelconque défaut, justement. Elles sont, en un sens, trop complètes, mais nous frôlent. Le propre des concrétudes archaïques se révèle dans leur indifférence à notre égard, dans leur Jeseinlichkeit, comme dit Richir. Elles ne nous attendent pas, elles n'ont pas à nous attendre pour faire concrescence, pour devenir concrètes à leur registre, car elles n'ont pas à composer avec une quelconque aperception transcendantale, ou autre matrice de simulacre ontologique, matrice phénoménologique de simulacre ontologique. Ces mondes sont en disruption par rapport à notre présent vivant, qui n'est plus un quelconque dénominateur commun de la phénoménalité. Alors ce qu'il y a chez Richir, un peu ad liminem, c'est comme une sorte d'empirisme inversé par rapport à l'empirisme classique, mais qui se veut tout de même empirisme, justement dans la tradition de Husserl lui-même, je suis le véritable empiriste, c'est que ces horizons prototemporels
d'absence sont premiers. Ils sont en coalescence avec ce qui est de l'ordre de la sensation, ou ce qui traverse l'architectonique et se donne notre présent comme sensation, comme certaines sensations ouvrant à des mondes. Et c'est bien pour cela que l'affectivité est déjà, donc, l'affectivité proto-ontologique, emprise d'immémorial et d'immature. Chez Fink et chez Husserl, la structure d'horizon, ça tu l'as bien montré dans certains de tes textes, Alex, peut paraître dans la conscience intime du temps, même à des niveaux de sensation extrêmement archaïques, mais il s'agit toujours de la préfiguration de ce qui sera l'horizon des constitués, enfin du constitué final monde. En revanche, ce que Richir appelle base phénoménologique d'un transposé architectonique, c'est pas une masse informe, c'est quelque chose qui fait déjà monde en un sens, mais monde à lui. Donc il n'a pas vocation à être repris ni même transposé. Ce qui nous mène vers deux paragraphes où Richir, dans les méditations phénoménologiques, critique la dialectique transcendantale à la Fink, où il dit que en fait, c'est une façon dans ces textes de mettre de manifester cette porosité du monde dont parlait Laszlo, qui en fait est due au fait qu'il soit traversé par d'autres mondes, par d'autres possibles téléologies. Ainsi. Cette phénoménologie du sublime phénoménologique signifie que ce n'est qu'abstraitement, dans une conception tout intellectuelle, que la question du sublime, ne se pose qu'à propos des totalités de la vie. Ce n'est le cas en effet que par la déformation cohérente du champ phénoménologique du langage par des apperceptions de langue qui l'aplatissent et l'enferment dans le présent de la langue. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de retrouver les thèmes de la dialectique transcendantale en se portant vers la totalité du Fausein transcendantal. Ça traverse partout, il en résulte, dit-il, pour nous, une pénétration universelle de la dialectique transcendantale dans toute phase de langage. Alors, il y a donc ici un autre texte où l'on voit, où Richir dit, c'est cette dialectique transcendantale implicite que nous avons toujours mise en œuvre dans notre phénoménologie du langage. Par cette multilocalisation universelle, la dialectique retrouve, pensons-nous, son sens originel. Donc, multilocalisation des thèmes de la dialectique transcendantale. Alors, si les structures d'horizon vont de soi, ce qui en revanche est loin d'être premier chez Richir, c'est la subjectivité se sentant elle-même au présent, on l'aura compris, de façon continue. On trouve partout des disruptions d'absence, d'autres mondes en écart avec le nôtre, et qui entrent en résonance avec lui, non pas sous la forme d'implication intentionnelle, requérant concrescence, complétude, mais sous la forme d'implication que nous pourrions nommer architectonique, des aimantations entre les registres qui ne font pas stricto sensu concrescence. La concrescence elle-même peut enjamber la différence vie-monde, mais ne doit pas enjamber les hiatus architectoniques entre registres. Et ça, c'est un point que je trouve essentiel et qui peut aussi être énoncé mériologiquement et que nous avons effleuré donc en esquissant cette différence entre implication intentionnelle dans une concrescence à un même registre, des renvois qui demandent à être complétés, et implication architectonique
non directement concrescente, ou bien de l'ordre d'une concrescence virtuelle, qui restera à tout jamais en souffrance. C'est un point essentiel qui a trait justement à la pluralité des registres architectoniques et à la nécessité de comprendre cette pluralité comme irréductible. S'il y avait concrescence, s'il y a des divers registres de concrescence, il ne saurait y avoir de concrescence entre les registres. Sans quoi il y aurait un transcendantal d'une seule pièce ou un seul monde, et on ne pourrait pas penser cette pluralité des mondes et pluralité des registres. C'est pour ça qu'il est d'emblée écarté, par exemple, qu'un affect, comme affect, entre en concrescence avec une fantasia. Si la fantasia demeure fantasia, ou qu'une affection vienne habiter, comme affection, une imagination. C'est des concrescences vie-monde impossibles, c'est des diagonales impossibles, pour le dire ainsi. En revanche, il y a habitation virtuelle, effet virtuel d'aimantation, non pas de concrescence, entre éléments appartenant à des registres de concrescence différents, tout comme il y a un autre type d'aimantation, si l'on veut, non pas sauvage mais symbolique, de l'ordre du signifiant, ce que Richir appelait et que Philippe a bien travaillé, ce que Richir appelait les synthèses passives de premier degré, et qui se fait aussi de l'autre côté d'un hiatus architectonique, qui n'est pas non plus de l'ordre de la concrescence. Par exemple, la façon dont un signifiant ou une scène imaginaire vient structurer l'expérience. Et d'ailleurs, Joël Ménil a étudié de près ces aspects dans ce livre à paraître, L'être sauvage et le signifiant, dont vous trouvez la table de matière sur une des entrées du blog de Sacha. Donc, il faut bien distinguer l'irréductibilité entre les deux parties de l'a priori de corrélation, mais qui se fait à chaque registre, irréductibilité enjambée, c'est ce que Richir appelait un véritable miracle phénoménologique, et l'irréductibilité qui n'est pas enjambée, qui ne fait pas concrescence entre les registres architectoniques. Non sujet à concrescence, sans quoi il n'y aurait pas de pluralité de registres, mais un écrasement, pour reprendre un thème en rien, un transcendantal d'une pièce. Et d'ailleurs, ici, les travaux de Ricardo Sánchez Ortiz Urbina m'ont beaucoup aidé. Il s'agit d'un des plus anciens lecteurs de Richir, un professeur espagnol qui a publié un livre appelé Stromatologie, que d'ailleurs, théorie des niveaux phénoménologiques, que Sacha est en train de traduire en français. Et là, je pense qu'il y a un certain usage architectonique d'une certaine diagrammatique. Pour finir, et pour bien saisir... Excusez-moi. Et pour bien saisir cette importance de l'architectonique, donc de l'irréductibilité entre registres, il me semble qu'il faut, pour mesurer sa force, sa rigueur, il convient de la voir non seulement dans la partie monde de l'a priori de corrélation, non seulement dans la partie des constitués, des étagements des constitués, mais aussi dans la partie vie. On en a suffisamment parlé, mais dans la partie réelle, immanente, en un sens trop proche pour être vraiment vu, et pourtant ressenti. Et c'est là qu'on mesure le non-henrianisme de l'architectonique richérienne, cette architectonique au sens strict, ou de cette matrice phénoménologique de l'architectonique. Le sujet lui-même peut sentir en lui, à même sa partie réelle, vécue, les hiatus architectoniques dont j'ai parlé, cette irréductibilité entre registres, donc comme foncière, non-concrescence entre registres. Voilà, je vous lis pour souffler un peu ce très beau poème de Machado. Moi j'écoute les chants aux vieilles cadences que chantent les enfants quand ils jouent en ronde et qu'ils versent en chœur leur âme qui rêve, comme versent leurs eaux les fontaines de pierre sur un ton monotone de rire éternel qui ne sont pas joyeux. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Rire éternel qui n'est pas joyeux.
avec des vieilles larmes qui ne sont pas amères. C'est quoi une larme qui n'est pas amère? Qui disent des tristesses d'amour d'anciennes légendes. Sur les lèvres d'enfants, les chansons rapportent confusément l'histoire, clairement la peine. Un savoir proto-ontologique d'avant une mise en langage. Ou comme dirait Ricardo, de l'obscur distinct. Il fait un usage très intéressant des deux couples clair-obscur, distinct, confus. Et fait une combinatoire, et voilà un bel exemple d'un certain usage architectonique ou d'une phénoménalisation de contraintes architectoniques. Ainsi que l'autre dit, sa fable, bien claire, d'anciens amours que jamais on ne compte. Jouant dans l'ombre d'une vieille place, les enfants chantaient. La fontaine de pierre versait son éternel cristal de légende. Les enfants chantaient les chants ingénus d'une chose qui passe et jamais n'arrive, qui n'a pas à traverser le présent. Confuse l'histoire, éclaire la peine. Une fois. La fontaine sereine poursuivait son conte, l'histoire effacée, elle disait la peine. Alors, si on essaye d'expliciter donc à la lumière de ce poème cette non-concrescence entre registres architectoniques, Machado évoque des rires éternels mais qui ne sont pas joyeux, des vieilles larmes qui pourtant ne sont pas amères. Si ni rire éternel ni vieilles larmes ne sont ni de joie sonore, mesurable en décibels, ni d'amertume physique, ce n'est pas parce qu'elles seraient spirituelles ou abstraites. Elles sont bel et bien senties, mais elles le sont à un autre registre. Les vieilles larmes et les rires éternels relèvent d'une affectivité proto-ontologique qui s'est déjà proto-temporalisée et qui a fait concrescence avec des horizons de monde avant, à part ou en écart de leur devenir affect ou de leur éventuelle transposition architectonique en affect. À savoir l'amertume et la joie commune, celles qui ont un présent assignable. Le registre architectonique, le registre archaïque où les rires éternels et les vieilles larmes font concrescence, bientôt fini, avec des horizons de monde au pluriel, est intrinsèquement imperméable, en un sens, dans ces mouvements de cohésion et revirement, aux rires factuels et aux larmes qui montent aux yeux. Mais ce qui est très important, c'est que le sujet vit dans ces deux registres à la fois. Et que ces rires éternels, qui sont peut-être au creux des rires enregistrables, pour le dire ainsi, constituent une partie virtuelle du vécu présent, donc non directement concrescente. Elles font partie virtuelle de la vie vécue, au sens strict du vécu de la vie, du vécu qui est ressenti au présent, pour dire ainsi. Sauf que le vécu est plus profond qu'on ne le croit. Il se peut même que ces rires éternels et que ces vieilles larmes soient plus joyeuses et plus de peine que les larmes et rires présents. Et il y a aussi ici, et j'en finirai avec cela, des contradictions apparentes. C'est-à-dire que du fait qu'il y ait des registres architectoniques superposés, il peut se faire que parce que les revirements entre rire éternel et larmes anciennes n'ont pas à composer avec l'inertie du présent et qu'ils ont un jeu non confondu mais extrêmement mobile, c'est ce qui peut faire que l'on pleure de joie, que l'on rit de peine, parce que justement il y a un jeu entre ces deux registres, un déphasage et un décalage. Mais
ce qui est très important, c'est que, et Husserl dit, à l'instar, pour le dire ainsi, de l'immémorial et de l'immature. Qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose se donne à nous, et comme immémorial, et comme immature? Il est très important de voir qu'il y a justement possibilité d'analyse méréologique et concrétence, parce qu'ils ne sont pas confondus. Ça se donne en même temps, ça semble se donner en même temps, mais ça relève de deux proto-affections différentes. La fraîcheur et l'immémoriale vétusteté, toutes deux identamées. Et je préfère en rester là, tout en soulignant, j'ai essayé de commencer par répondre à la question qu'est-ce que la structure de l'épopée hyperbolique, pour essayer de voir en quoi cette suspension du suspendre convenait à l'autre terme de la théorie transcendantale de la méthode, qui est justement le champ phénoménologique que l'on essaye de dégager. Ce n'est qu'un aspect, si l'on veut, de l'épopée hyperbolique, mais cette mise en suspens redoublée du suspens lui-même permet de mieux circuler, si l'on veut, dans ces registres architectoniques, et désactive le danger que peut supposer le présent. Le présent est une pointe d'entrée vers l'originel chez Michel Henry, chez Richir, et chez d'autres phénoménologues qui parlent de par exemple, la massivité du monde, cet optimisme merleau-pontien dont tu as parlé, Karel. Pour Richir, ça peut être plutôt un problème, où c'est une porte d'entrée à condition de voir les très subtiles et fines concrescences qui s'y jouent en creux. Excusez-moi si j'ai été long. Excusez-moi si j'étais confus. Les questions que vous pouvez poser peuvent être de simples reprises. Alors, d'abord, je peux en prendre plusieurs. Jusqu'à travers Pachato, tu as évoqué